Alors, je veux vraiment... J'ai essayé de pas mettre trop de story et tout simplement parce que, bah, déjà, j'étais sur un putain de glacier à l'autre bout du monde. Enfin, à l'autre bout du monde, non, mais quand même pas à côté. Puisque j'étais en Islande. Attendez. Hop là. Où est-ce que j'ai foutu ça? Je me suis envoyé quelques petites photos. Il y a un petit plan drone aussi. Pour vous teaser un peu. Alors, en gros, donc... mercredi dernier, je suis parti donc en Islande pour le Donation Goal qu'on avait fait donc au The Event où je devais survivre sur un glacier pendant 3 jours. Donc voilà, le plus grand glacier d'Europe, donc le Vatnajökull, donc situé en Islande, à l'est de l'Islande. Concrètement, allez, je vous mets un petit coup de Google Maps. Allez, je vous mets un petit coup de Google Maps. Allez, on est parti sur Google Maps là. Je vous le fais bien. Je vous le fais bien. Donc qu'est-ce qui se passe? On part d'ici, donc je suis parti mercredi matin. D'accord, mercredi matin. On part donc de Paris, on va jusqu'où? Islande. Alors, Reykjavik, qui est donc la capitale, sauf qu'en fait, t'atterris juste à côté à Keflavik. D'accord? Donc, Keflavik, qui est juste ici. Donc, on atterrit là. Il s'avère donc qu'il y avait quelqu'un, un guide, qui était venu nous chercher. On est parti donc du coup en voiture, donc des réceptions. En gros, il y a, je crois, 3h30 d'avion et ensuite, il y a 2 heures de décalage horaire. Ils ont 2 heures de moins. Si je dis pas de bêtises, ouais. Ils ont 2 heures de moins. Donc on arrive à Keflavik, on est juste parti à Reykjavik, etc. Et en fait, lui, il vient avec une putain de super Jeep. Donc il vient vraiment... Déjà, les Islandais, ils surkiffent les grosses caisses. C'est leur truc. C'est-à-dire que concrètement, l'Islande, c'est une terre super aride, c'est une terre volcanique de fou. Ce que vous voyez juste ici, c'est donc le Vatnajökull, donc le plus grand glacier d'Europe. Concrètement, tout ça, bah, c'est justement un océan de glace, ni plus ni moins. Donc en fait, tout ce qu'on a fait, c'est on commence, on arrive, donc clac, 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 on va à Reykjavik. Ensuite, on prend des petites routes, il nous raconte plein d'anecdotes, il nous raconte un peu justement lui, ce qu'il fait là-bas, etc. Moi, c'était mes premières rencontres avec un Islandais, c'était très cool. J'ai même pas précisé, avec Nicolas Mathieu, donc que j'avais reçu dans Popcorn, qui a fait donc 15 jours en Amazonie, qui est un ancien du collectif Hit the Road, qui lui de base a une formation un peu parcours, un peu exploration, qui entre-temps du coup a été pas mal dans le délire exploration, puisque lui il l'avait fait il y a 3 ans cette expérience, donc c'est pour ça qu'il connaissait, il a voulu m'amener, parce qu'il voulait que c'était un truc justement un peu en place. Tout ça en anglais, ouais, il parle en anglais. Ah oui, mais en satellite, c'est vrai qu'en satellite c'est peut-être un peu mieux. En fait, on est vraiment sur des terres, si tu veux, c'est un peu austère. Là, en mai, en gros, t'es sur la fin de l'hiver, et la traversée qu'on a faite, tu peux pas la faire dans trop d'endroits, quoi. Enfin, pas dans trop d'endroits, mais à d'autres timings, parce que ça peut être vraiment chaud. Donc on arrive là, on prend plein de petites routes. Si vous voulez, les routes, je pense que c'est des routes un peu comme ça. Ah bah tu vois, ça je pense que c'est août. Tu vois, ça c'est en août. Donc là, il fait encore vraiment beau, tu vois. Nous, c'était un peu plus ambiance, encore un peu plus aride, etc. Donc en fait, on se retrouve, si je vous dis pas de bêtises, puisque tout là-bas, donc ça a mis tellement de temps pour aller là-bas, c'était quand même assez fou. Je crois que ça, c'était la fin du monde ici. Ça, on est arrivé, alors un peu à côté, mais quasiment la fin du monde. Donc en fait, on a mis 10 heures de route avec des paysages qui étaient juste incroyables. J'ai quelques petites vidéos. Ouais. En fait, on arrive, si vous voulez, à la fin... concrètement, à la fin de la route, quoi. On arrive à la fin de la route, et si tu veux, en fait, t'as plus le choix, donc t'as plus de route après, et on avait encore 4-5 heures de route, justement, dans de la neige. Donc en fait, là, on est dans la super Jeep, et concrètement, tu montes, donc moi, au début, je pensais naïvement, c'est vraiment la pire story du monde, je pensais naïvement, justement, qu'on était avec des pneus neige ou autre, pas du tout. C'était lui, notre guide. C'est vraiment la tête de l'Islandais. Genre, honnêtement... C'est 10 heures, c'est rien. Arrêtez, s'il vous plaît, d'être en toujours plus de... J'en peux plus. de surenchère de tout. S'il vous plaît. Bah moi, je connais un gars qui ressemble encore plus au Père Noël. Donc, il ressemble pas vraiment à un Islandais, lui. Mais bref, et le mec, vraiment trop gentil, hyper agréable, qui te raconte un peu les expériences, qui en gros est un des premiers, parce qu'on n'est pas sur de l'alpinisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur... l'Islande, je crois que le sommet le plus haut, c'est 2100 mètres. C'est pas hyper haut, c'est un pays donc hyper volcanique, etc. Justement, avec beaucoup de volcans, notamment en 2010, je vais vous raconter juste après aussi. Mais lui, en fait, il a fait plein de trucs, justement un peu nouveaux. Donc ça a été un des premiers, genre en 1960-70, à traverser de nord au sud, d'est en ouest, en ce qu'on appelle donc du ski Kunti, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est du ski de randonnée
c'est du ski de randonnée. C'est pas vraiment du ski de fond, c'est pas vraiment c'est un peu du ski norvégien, je crois. Nous, pour le coup, c'était pas ski norvégien. Ensuite, c'est toute une question d'attache de pied, etc. Tu vois, ski country, pardon. Il parle anglais, ouais, il parle très bien anglais pour le coup. Country, pardon, excusez-moi. Lui, Herman, en fait, c'est le mec qui gère toute la station météorologique justement de l'Islande, qui va gérer donc du coup tout ce qui est, c'est du ski de rando, ouais. Tout ce qui est donc vent, etc. En fait, après 2010 ou 2011, donc du coup, le moment où, souvenez-vous, ça a été la merde de ouf, un volcan en Islande est rentré en éruption, ça a foutu la merde dans tout le trafic aérien européen, parce qu'il y avait des cendres, ça nous a bloqué pendant 2 semaines, ça a bloqué toute l'Europe, ça a bloqué le trafic international, c'était l'enfer. C'était l'enfer, je sais pas si vous vous souvenez de ça, ça fait genre, ça fait 11 ans, et en fait, alors j'ai plus le nom exact, mais en gros, c'est la délégation européenne de l'aviation, qui a investi de l'argent en Islande et qui leur ont filé des sondes à genre 1 million, concrètement, à foutre, en fait, justement, en Islande, pour pouvoir mieux analyser la qualité de l'air. Et donc, du coup, c'est lui qui gère ça. Et il nous expliquait que, concrètement, ce qui s'est passé en 2010 ou 2011, en fait, il y a eu, je vous dis une connerie, mais tout ça qui était bloqué comme spectre, justement, de l'Islande, tu vois, donc allant de la Suède jusqu'au Portugal, je vous dis une connerie, alors qu'en fait, avec de meilleures analyses, ils auraient pu bloquer que de la France jusqu'au Danemark, tu vois. Parce que justement, ils n'avaient pas le bon matos et tout. Et lui, du coup, en fait, il doit poser les trucs au fin fond de montagne, au fin fond de glaciers, etc. Donc, il faut pouvoir justement beaucoup se déplacer. Donc, pour se déplacer, justement, donc tu es avec des 4x4. Là, typiquement, le truc était tombé dans une micro-crevasse. Mais en gros, tu mets vachement de temps parce que comme on est en mai, si tu veux, le souci, c'est que donc il y a de moins en moins de neige, la neige est fond. Quand la neige est fond, ça crée des rivières, et donc du coup, ça crée des crevasses, ce qui fait que tu peux te mettre dedans, etc. Donc ça peut être un peu la merde, tu vois. Donc honnêtement, c'était genre vraiment trop stylé. C'était vraiment, tu vois, des paysages comme ça, où t'avances. Là, les mecs, tu t'en rends pas vraiment compte, mais les gars, en fait, lui, il l'avait pas, Herman. Il avait une voiture un peu moins belle. Enfin, pas moins belle, mais moins stylée. Le mec qu'on avait, justement, son nom, c'était une galère, il s'appelait genre Arngrim, je crois. Arngrim. En fait, lui, il avait carrément un truc qui permettait de sous-gonfler ou de surgonfler ses pneus directement depuis la caisse. En fait, il appuyait sur un bouton et ça soufflait, ça dégonflait les pneus. Donc, il avait un système avec justement des connexions de pneus. Et j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient ça et tout, quoi. Agrid. Arngrid. C'est exactement ça. En fait, les petits câbles, tu vois, qui te permettent... On roule sur l'eau. Ça va ou quoi tu vois, donc du coup, de temps en temps, en fait, tu vas rentrer dans l'eau. Et les petits câbles te permettent de sous-gonfler, surgonfler, etc. pour passer les passages un peu difficiles. Donc, tu vois, ça a été un peu tout le moment. Donc, tu as plein de zones différentes, tu vois. Tu vois, là, le pneu, tu as l'impression qu'il est à plat, mais c'est volontaire pour pouvoir rouler sur la neige, pour pouvoir que ça se passe. C'est du télégonflage. Il y a ça dans les vrais 4x4. Donc, voilà, c'est les gros trucs, justement, qui sont assez sympas. Il y a des petits plans drone que Nico a fait. Je peux vous dire que ça va être incroyable. J'en ai un petit à vous montrer. Et donc, le soir, on est arrivé, donc mercredi soir, à genre 23h, minuit. On s'est retrouvé donc du coup au refuge. Le refuge, pour vous montrer donc, on a fait donc tout ça. En fait, on s'est retrouvé à Yukulemar. Alors, je ne pourrais pas vous le retrouver, je pense. Yukulemar! Putain, je suis une légende de l'Islande! On s'est retrouvé donc ici. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu quittes la route, je ne sais même plus où, genre là, et ensuite, t'es que en neige, etc., où pendant 5 ans, vraiment, pendant 5-6 heures, tu te balades justement tout le long, quoi. Donc là, il y avait 2 rivières, on a dû les passer le lendemain. GeoGuessr top 1. Mais ça, c'était le petit, justement, la petite cahute, le petit refuge. Donc, ils avaient 3 petites baraques. Et en fait, c'est eux qui les ont créés. C'est eux, justement, qui entretiennent les refuges, qui s'en servent aussi pour les équipes scientifiques, etc. Tu vois. Donc, c'était un peu le tout, puisqu'il y a un mix, justement, comme d'habitude. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours ce lien particulier où, c'est à la fois leur business et en même temps c'est leur environnement. Donc c'est comment justement eux ils en font justement un business sans aller tu vois industrialiser tout le truc, niquer leur propre glacier puisque c'est leur terre et en plus ils y tiennent. Les Islandais je crois ils sont 300 000 et quelques tu vois. Et c'était trop marrant de parler un peu même de... C'est 325 000 je crois. Tu sais même quand à l'Euro ils avaient fait 8e ou quart de finale, je me souviens même plus. Je me souviens plus exactement. Mais du coup, ils sont attachés, quoi, que ça soit à leur pays, à leur terre et tout, quoi. Ils avaient fait quart de finale, ouais. Tu vois, eux, par exemple, mais je crois que ça, c'est dans tous les pays d'Europe, sauf en France, tout le monde est hyper attaché à l'Eurovision, tu vois. Ils y tiennent, mais gros 4x4 bien polluants. En fait, ça, c'est un truc auquel j'ai réfléchi, tu vois, je me suis dit, c'est juste que on peut pas avoir cette vision-là parce que c'est leur quotidien.
On peut pas dire « Ah ouais, putain, ils ont un gros 4x4 bien polluant » en étant dans nos villes, en regardant les gens. C'est-à-dire que c'est leur habitat. Je sais pas comment t'expliquer, c'est genre... tu ne peux pas sortir de chez toi, en fait. Si t'as genre 30 cm de neige, un glacier, tu ne peux pas te déplacer, tu vois, genre en vélo. Le mec ne peut pas rejoindre la ville en vélo en disant... En fait, en Islande, il y a quasiment personne qui habite au centre. Ils habitent tous sur les côtes. Et la majorité des gens sont dans la capitale, donc 150 000 personnes. Et en fait, ils peuvent pas. Donc, ils ont tous des énormes 4x4, etc. Tu vois, ils ont juste pas le choix, en fait, tu vois. Et c'est comme aussi, par rapport à tout ça, le tourisme, c'est quelque chose d'hyper important. Parce que même moi, j'ai réfléchi un peu au truc, tu vois. Je suis venu, machin et tout. Et c'est cool, tu vois. Mais à un moment, je me disais, putain, mais à quel point... Moi, j'étais curieux aussi à quel point, combien de gens faisaient ce qu'on fait. Nico me disait que t'en as assez peu qui font justement la traversée sur plusieurs jours en ski country et compagnie. C'est genre bien moins de 100 par semaine, tu vois. Bof, niveau écologie, le 4x4. Bref. Ça, pour le coup, c'est le côté, justement, comment dire, pas de la non-compréhension. Je pense que ça parle d'une volonté de bien faire, mais du coup, qui déteint sur tous les niveaux et qui, du coup, n'a plus de sens, tu vois. C'est comme il y a des pays qui dépendent du tourisme. Si du jour au lendemain, on dit on ne voyage plus, il y a des pays qui juste succombent parce qu'en fait, ils ne peuvent plus vivre parce qu'ils dépendaient de ça, tu vois, typiquement. Ça fait partie aussi des sujets, etc., quoi, tu vois. Enfin, bref. C'est un autre sujet. J'avais parlé du Sri Lanka. D'ailleurs, au passage, je me permets de flex. Parce que parfois, sur Internet, c'est pas forcément facile. Et on est remis en question par n'importe quelle personne pensant avoir un avis ou autre. J'avais parlé du Sri Lanka, justement, où je m'étais pas mal renseigné, ça m'avait tenu à cœur, etc. L'impact de la Chine. Il y a Marc Julien qui avait dit « Je découvre cette vidéo de Popcorn dans laquelle Domingo consacre 12 minutes de live sur le Sri Lanka, pôle interne, éco-investissement, BRI, piège de la dette, tout y passe avec de la nuance. » Et il y avait des gens dans les commentaires qui étaient en mode « Ah, vas-y, te prends pas pour ce que t'es pas, etc. » Marc Julien, qui est donc celui qui dirige les recherches autour de la Chine à l'Institut français des recherches internationales en France. Donc j'étais assez content. C'était un petit flex, mais parfois j'étais content de m'être bien renseigné et de pas être allé sur les sujets que je maîtrisais pas et juste donner les informations. Mais c'est vrai que parce que j'avais lu les commentaires, j'étais en mode « Ah putain, il y a Mathieu en première aile qui me dit que j'ai peut-être pas raison. » J'étais content d'avoir un contre-coup. De temps en temps, sur Internet, ça fait plaisir. Bref, excusez-moi. Je me permets juste un petit flex. De temps en temps, ça fait pas de mal. Bref, du coup, on dort là. Donc, Yukulemar, je l'ai perdu entre-temps. Ça doit être là. C'était là. Donc, en fait, on a dormi là, petit refuge. On arrive à 23h. Tu te lèves à 5h du mat parce qu'en fait, il fallait passer 2 rivières. Tu vois, les rivières, je crois à un moment, on la voit. En fait, je sais pas si on se rend bien compte. Ah, putain. Bon, là, Nico, en fait, avait sauté de l'autre côté. Lui, il a fait du parcours et tout. Nico, il s'en bat les couilles. Mais en fait, je pense que le saut de rivière semble pas impressionnant. C'est bon? Ouais. Mais lui, on est bon. Lui, il se balade un peu. Ah, j'avais une vidéo où on voyait justement la rivière où tu vois que c'est vraiment quand même un cratère, quoi. Tu vois que c'est quand même justement quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, ça, c'était le petit refuge. Donc, tu vois, ça, le petit refuge, il ressemble à ça. Et déjà, le paysage, il est magnifique, quoi. Là, c'était quand? Bah, c'était la semaine dernière. Ça, c'était la semaine dernière. On était vraiment... Ça, ensuite, des petites photos, tu vois, des petites photos. Mais en vrai, je veux rien trop vous spoil parce que j'ai tout dans les vidéos et c'est vraiment, vraiment incroyable, tu vois. Parce que donc, du coup, on est passé, on s'est retrouvés le lendemain. Le lendemain, donc, du coup, on est parti, bah, justement, pour juste qu'ils nous déposent au début du glacier. Parce qu'en gros, nous, en fait, ils devaient juste arriver là et ils nous ont déposés au début du glacier. Et nous, on devait rejoindre, du coup, Grimsvötn. Grimsvötn, t'as un refuge qui est ici. Donc, en gros, t'as un petit peu moins de 50 km à faire, justement, donc en 3 jours, pour qu'ensuite les mecs puissent venir te chercher, te récupérer, etc. Tu vois. Et honnêtement, c'était quand même une sacrée expédition. On voit un peu l'aventurier, de toute façon, vous voyez un peu les photos. C'était quoi ça? C'est le premier jour? Voilà. On est parti. Début. Donc en fait, ils nous ont déposé vraiment au tout début du glacier. L'aventure sur le glacier. Ah, allez. Je suis passé. Et ensuite, tu pars avec tes skis, avec ce qu'on appelle, donc ça, c'est une pulka. En gros, c'est ce qui te sert de matos. Donc en fait, tu mets tout dedans, tu mets ta tente, tu mets tes sacs, tu mets justement un peu tout ce qui va te servir à survivre pendant ce temps. Et ensuite, t'as plus aucun contact. On avait un téléphone satellite en cas de pire, mais
Ni plus ni moins, quoi. Un PA de, un PA de traîneau. C'est pratique. C'est pratique, mais ça pèse 30 kilos. Donc, quand tu dois te le tirer toute la journée, il y a un moment où t'en as quand même un peu ras le cul, tu vois. Il y a un moment où tu fatigues un peu. Et, oh là là, attention, quoi. Ça, c'était dans la tente. Mais en vrai, vous allez voir, la vidéo va être incroyable. En vrai, j'ai un petit plan drone pour que vous compreniez la vidéo. En fait, je veux pas vous spoil toutes les belles images. Parce que j'ai eu tendance à trop faire ça, à tout raconter, tu sais, même sur les pré-live et tout. Et du coup, bah, les vidéos, vous les aviez déjà, avant de les voir, même en story et tout. Parce qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est que comme le glacier, c'est une étendue de blanc, genre, et qu'il n'y a pas de montagne ni rien qui cogne, il n'y a rien, tu sais, genre, pour le signal les renvoyer, tu captes parfois en plein milieu du glacier. Donc, on avait fait quelques stories et tout, mais je voulais pas non plus tout... Oh, c'est incroyable. En vrai, vous allez câbler. En gros, c'est comme ça. Et t'avances sur 50 km sur plusieurs jours, au milieu de rien du tout. Et quand t'en peux plus, tu poses ta tente, tu prépares le tout, et ensuite t'y retournes le lendemain. Et du coup, il y a des images comme ça de fou. Je vous spoil pas tout, la vidéo devrait arriver, je pense, pas ce week-end, celui d'après. Mais c'était vraiment une expérience de fou et qui mêlait en fait plein de trucs différents. T'es dans un paysage de dingue que très peu de gens ont l'occasion de voir. Tu vis un truc de fou. En même temps, c'était dur parce que physiquement, etc., c'est compliqué. En gros, si tu veux, on est parti à 7h du mat. Tu marches généralement entre 7 et 9 heures par jour. Tu marches, tu poses ta tente. Ta tente, en gros, t'as à peu près 2 heures, 2h30 pour tout installer. Quand tu veux boire, bah, en fait, t'as tes thermos, mais les thermos, tu les as préparés le matin. En fait, tu fais chauffer de la neige, c'est-à-dire que t'as ta petite casserole et compagnie, tu dois tout installer. Déjà, installer la tente, on a eu genre des blizzards, etc. C'est abordable pour quiconque. Ah, c'est absolument pas abordable pour quiconque. Sans Nicolas Mathieu, je suis mort. Genre, je ne reviens pas. Enfin, tu sais, c'est un truc où quand même, là, il fait moins 30 la nuit. Enfin, il faut juste être formé, quoi, tu vois. C'est Nico qui avait organisé, ouais. C'est abordable en termes de prix, pardon? Après, ça dépend. Vous faites comment pour faire vos besoins? Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, parce que pour pisser, il n'y a aucun problème. Mais alors, l'expérience de chier dehors, en plein milieu d'un glacier, par blizzard, qui te congèle la gueule, c'est quelque chose. Parce que si tu veux, du coup, comme tout est plat, il y a des moments donc, où il fait beau, il n'y a pas de vent, t'es trop bien. Et il y a des moments où il y a du vent, et ça soulève, bah, du coup, justement, de la neige, et qui vient, bah, t'as l'impression que c'est du sable, quoi. Ah, et la douche en caleçon. Ah, il n'y a pas de douche, on s'est pas changé pendant 3 jours, les frères. Ah non, mais enfin, quand je vous dis survie, on est sur quelque chose où, bah, en fait, tu dois aller d'un point A à un point B, et en fait, tu fais juste des pauses parce que t'en peux plus, quoi, le soir. Tu vois, t'es en mode, la douche, tu sais, tu campes au milieu de rien. Bah, j'avais une petite photo, j'avais une petite photo, tu vois, genre, justement, du campement, et c'est trop stylé, tu vois, t'es vraiment posé au milieu de rien du tout. Ça, c'est un mur de glace, en fait. Ça, c'est Nico qui le faisait, où en gros, bah, justement, c'est pour essayer de bloquer un peu le vent. Tu mets dehors tes trucs, le matin, tu te réveilles, là, il faisait super beau, en fait, le 3e jour, il y a vraiment eu jour blanc, où on voyait rien du tout, on pouvait pas se guider, on se guidait au GPS, sauf que du coup, c'est l'enfer, parce qu'à chaque fois, t'es en mode, ok, on va trop à gauche, on va trop à droite, tu vois, donc... Honnêtement, c'était vraiment une putain d'expérience. Et alors, on a perdu des rushs d'une caméra de GoPro, mais je pense que quoi qu'il arrive, la vidéo va être trop bien. Et t'as vu des ours. En fait, là-bas, sur le glacier, il n'y a aucun signe de vie. Il n'y a pas d'animaux ni rien. Tu crois juste des oies sauvages qui sont en migration du nord au sud ou de l'est à l'ouest, je sais pas à quel point, mais qui se posent de temps en temps, et t'es trop heureux de voir de la vie. Parce que sinon, pendant 3 jours, bah, t'es juste solo, en train d'avancer vers ton point. Mais en fait, où c'est un énorme tapis roulant parce que, en fait, une fois que tu commences à sortir de là où t'étais posé, bah en fait, tu te retournes tout autour de toi et c'est l'horizon. C'est comme si t'étais en plein milieu de la mer et que tu vois le bord nulle part. Et tu vois, je sais pas si dans GTA San Andreas, vous êtes déjà allé dans la mer loin et en fait, tu voulais tester les limites de la map et en fait, tu te retournes dans tous les sens et tu sais plus où tu vas, tu vois. Bah, c'est pareil. Mais version glace. Donc honnêtement, non, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment... vous étiez pas que tous les deux. Si, on était tous les deux. On s'est fait déposer par les guides et ensuite ils se barrent en caisse et tout. Donc, la bonne ref. En fait, moi, j'avais pas compris comment je pouvais partir de là, parce que je sais pas pourquoi je pouvais plus mourir. Et du coup, j'étais bloqué là-bas. Ça m'avait fait arrêter.
Ça m'avait fait arrêter. Non, mais du coup, enfin, j'en parle un peu dans la vidéo et tout, mais c'est vrai que c'est des trucs où faut pas forcément le faire même à la légère et tout, parce que ça peut être. Bah, ça reste. Enfin, si t'es pas bien, quoi. À un moment, vraiment, on devait monter le camp et en fait, moi, j'ai jamais monté de camp de ma vie, et c'est pour ça aussi que j'ai fait ça. Et ça qui était trop bien, en fait. T'as eu un mix de. C'était sportif, c'était mental, et en même temps, fallait se débrouiller. Fallait que je sois là pour aider Nico, mais je devais pas être que en assistana, en mode juste je sers à rien. Donc t'avais un peu ce mélange de tout. Et je suis trop content. Je suis trop content, honnêtement. C'était vraiment une putain d'expérience. Qui, je pense, était peut-être un des trucs les plus durs quand même de ma life, parce que ça te travaille quand même pas mal. Genre, tous les jours, j'avais un moment de folie, quoi. Vous verrez dans la vidéo où je pars en couille et tout, quoi. Donc ça va être trop stylé. Ça va être trop stylé. Est-ce que ça grimpe ou c'est plat? Alors, en fait, t'as tout le temps, tout le long, 1 à 2% de pente. Je crois que c'est pas énorme, hein, mais tu vois, t'as genre 1300 mètres de dénivelé au total. Tu vois, donc c'est pas énorme. Mais... Mental ou physique le plus dur? Physique, parce que ça s'arrête pas. Parce qu'en fait, le moment où t'as fait tes 7 heures de marche, tu poses pas tes affaires à l'hôtel ou même dans un refuge. Tu prends 2 heures pour poser ta tente. Enfin, tu vois, enfin, pas pour poser ta tente, mais pour poser ton camp, faire chauffer l'eau, machin, truc. Et ensuite, t'entends le vent. T'entends le vent et tout, quoi. Donc non, honnêtement, qui c'est qui gérait les drones? Nico, il a fait des plans de fou. Vous allez voir. Vous allez voir. Combien de degrés? En fait, les degrés, moi, c'est ce que Nico m'a un peu appris. Ça dépend énormément du vent. C'est-à-dire que, en fait, le ressenti veut un peu tout dire, parce qu'en fonction de... La nuit, il faisait -20 et t'avais... Parce qu'en fait, pareil, lui, il a une appli qui est trop bien, qui lui sert, en gros, de... c'est des données GPS qui s'actualisent. Donc t'as pas besoin d'internet ni rien. Vent et humidité. Et en fait, t'avais des rafales à 55 km/h. Et moi, j'étais en mode, mais 55 km/h, c'est de la merde. Tu vois? Enfin, dans le sens où 55 km/h à la météo, t'as l'impression que le vent va toujours à 120. Enfin, tu sais, 120, c'est des bourrasques, tu vois. 120, ils te disent, attention, les vents sur la côte normande qui vont monter jusqu'à 120, tu vois. Donc quand il m'a dit 55, j'étais en mode, c'est peanuts, quoi. Sauf que c'est pas le même vent, concrètement. Et météo, parapente, meilleure appli. Mais du coup, j'ai appris plein de trucs, tu vois, de la vie, même le fait qu'on soit déconnecté, parce qu'en fait, on captait mais très très peu de 3G, donc c'était juste pour dire genre à nos meufs, à nos familles, en mode ok, la journée s'est bien passée, c'était dur, mais ça va, on va camper, bisous, tu vois. Et en fait, que du coup, on était que deux, donc on a parlé de vraiment énormément de choses différentes. Et c'est un mec en plus passionnant qui a beaucoup fait de trucs, qui a beaucoup vécu et qui fait des trucs aussi, tu vois, genre différents de mon milieu. Et du coup, on s'est retrouvés à vraiment beaucoup discuter et tout. C'était vraiment une putain d'expérience, tu vois. Donc ouais. J'habite au Canada, on a régulièrement des -36 en ressenti. Ton expédition me vend du rêve. Bah écoute, ça fait plaisir. Il me disait, moi, souvent, il vit là-bas. Non, l'altitude a posé problème. Non, parce que tu montes à 1008, je crois, au plus haut. Donc à recommencer. Bah peut-être pas à recommencer au même endroit, mais en tout cas, c'est le genre de truc où je suis content de sortir de ma zone de confort et en même temps. Ouais, il y aura une vidéo sur ma chaîne principale, du coup, parce que je vois vlog sur la chaîne principale. Et en même temps, je suis content de vous proposer un contenu où je crois que dans l'année, je dois faire 1 ou 2 vidéos YouTube dédiées, tu vois. Et là, ça va vraiment être une belle vidéo stylée et où il y a un truc, quoi. Tu vois, donc c'est dommage de ne pas avoir vu d'autres coins en Islande. C'est magnifique aussi, les cascades et les volcans. Ouais, bah ça a l'air. Mais c'est vrai que déjà, tu vois, c'était speed parce que t'avais vraiment le temps d'arriver, avion, plus le fait d'arriver là-bas, plus l'expédition, plus le fait de repartir. Tu vois, déjà, je suis parti de mercredi à lundi. J'ai l'impression d'avoir loupé le monde, tu vois. Même pour un streamer et tout, même si moi, je stream un peu moins que les autres et tout, et que je suis content de pouvoir parfois prendre du temps. Tu vois, là, typiquement, je suis revenu le lendemain direct. Je suis revenu lundi après-midi, je suis reparti le lendemain matin pour Lyon. Donc, t'as eu un coup de mou pendant l'expé. Ah, j'avais envie de mourir à des moments. À des moments, j'étais prêt à me laisser tomber. Hein. À juste mourir congelé sur un coin, j'étais prêt. J'étais prêt à le faire. Ça t'a donné envie de la LDC. Ouais, la LDC, il y a eu K-Corp aussi, le back-to-back, là. La bouffe, vous gériez comment? En fait, on prenait des lyophilisés. Et c'est pas si mal, les lyophilisés. Donc, en fait, bah, tu bouffes, tu mets de l'eau chaude. Même principe, tu fais fondre de la neige, tu mets de l'eau chaude. Bam, bam, et t'y vas, quoi. Mais ouais, non, honnêtement, pas trop redondant. C'était un peu dur. Mais en fait, t'avais un peu ce mix de... Tu vois, c'est un tapis roulant géant. Mais du coup, mentalement, ça te fait passer partout, quoi. Tu buvais la neige, bah tu la fais fondre. Mais voilà. Moins dur psychologiquement que de faire du vélo avec Inoxtag. Non, je pense que c'était le truc le plus dur. Marathon, ça a pris 3 mois, tu vois, avec la prépa et tout, donc...
Combien de kilomètres en tout? On a fait, je crois, 45, un truc comme ça. Faudrait que je regarde exactement. Je crois qu'il avait le Strava, Mathieu. Nico. Mais Mathieu. Mais en fait, pareil, tu te rends pas compte des kilomètres. Et je me suis rendu compte que je me rendais pas compte. Par exemple, quand je l'avais reçu dans Popcorn, et tu sais, il me parlait par exemple de son avancée dans la jungle et tout. Alors la jungle, c'est encore différent. Mais en fait, quand t'allais à 3 km/h par heure, tu bombardes. Genre, quand t'as tes 30 kilos à tirer, tout. Oh non, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que donc t'es sur un glacier, donc normalement t'avances sur la glace, sauf que là, en fait, nous, il neigeait. Donc en fait, comme il neigeait la nuit, en fait, t'avais une couche justement à tirer en plus. Donc chacun notre tour, un peu comme le vélo, on prenait la trace. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un mec qui se mettait devant et qui justement faisait la trace pour que l'autre puisse passer. Et donc du coup, qui se trimballait un peu toute la neige en mode... pas moissonneuse-batteuse, mais truc de neige, quoi. Donc ouais, et pareil, tu vois, lui, il me disait, dans la jungle, j'avançais je fais une connerie, mais 6 km par jour en marchant 10 heures, tu vois. Et tu te dis, en chasse-neige, ouais, exactement. Mais vraie question pour les besoins. Pour les besoins, frère, tu te retrouves concrètement, tu te retrouves comment? Si tu veux, t'es comme As. Donc t'essayes de faire au mieux avec le vent. Donc en fait, là, tu sors. Moi, je suis sorti une fois la nuit. Il fait donc, allez, moins 20 avec moins 10, enfin, t'as 10 degrés en plus justement dans la gueule parce que il y a du vent et que du coup, tu te prends de la neige. Donc t'as moins 30 en gros. En gros, tu te mets genre un gant, d'accord, genre une énorme moufle, où en fait, alors c'est pas pour un truc dégueu. Genre juste, ton but, c'est de te poser comme As. Donc, t'es en squat, tu mets une main au sol, t'essayes de te tenir la teub pour pas te pisser dessus, pour réussir à chier, et en même temps, tu te fais gifler la gueule par le vent et la neige. Je cache pas que j'ai essayé de repousser ce moment au maximum. Hein. C'est une expérience que je ne revivrai pas avec plaisir, quoi. Donc, ah ouais, non, c'était quelque chose. Hein. C'était un truc, quoi. Ça doit te bloquer. Ah ouais, non, c'est technique, quoi. Parce qu'en fait, rien que sortir, c'était chaud. À un moment, on a dû démonter la tente. Et en fait, le truc, c'est que moi, c'était la première fois que je démontais la tente. Et la nuit, c'était plutôt bien passé. Enfin, vous verrez, de toute façon. Mais genre, il y avait tellement de vent et tout que c'était un peu la merde. Et je voyais Nico qui était en galère. Et en fait, genre, en fait, tes mains, elles brûlent, tu vois. Et du coup, à des moments, tu devais enlever parce que pour démonter la tente, tu devais être à main nue, quoi. Et en fait, moi, à un moment, j'ai enlevé mon gant et tout. Mais t'es tellement en pression de perdre tes gants. Parce qu'en fait, après, Decathlon nous a mis trop bien. Niveau bouffe, Decathlon nous a mis trop bien de A à Z. Ils ont sponsorisé justement le voyage et tout. Ils nous ont filé tout l'équipement. Comme d'hab. C'est les boss, honnêtement, ils ont mis trop bien. Donc, on avait des gants, genre un peu du quotidien. Des moves par-dessus. Et les énormes dont tu te servais pour t'appuyer, quoi. Tu vas faire un react. Oh, je pense pas, tu vois, enfin... De temps en temps, je réacte mes propres trucs. Mais là, c'est une vidéo que je vous laisserai découvrir, tu vois, genre... c'est une belle vidéo que je vous laisserai apprécier. Déjà, je suis dans la vidéo et j'y suis beaucoup, donc... Mais en fait, le truc, c'est que si tu perds tes gants, t'es mort, quoi. T'as plus de gants. Donc, tu vas perdre tes doigts, quoi. Peut-être t'es un peu dans ce rapport-là, où concrètement, dans la vie, même pas de citadin, mais juste de nos vies majoritairement, il y a peu ce moment où tu te dis quand même, putain, genre, peut-être perdre mon doigt, quoi. Tu sais, si, si là, le gant s'envole, c'est mort. C'est mort pour la main, quoi, tu vois. Comment tu veux perdre tes gants? Ah, quand il y a des rafales de vent, frère. En fait, concrètement, t'as ton truc sur toi, mais si tu poses n'importe quoi, le truc s'envole, c'est fini, mais en 2-2. Le truc, tu le vois partir et c'est terminé, tu le cours pas après. Hein. Tu vois? C'est genre vraiment... C'est genre vraiment, ouais, impressionnant. Donc, ciel étoilé de fou la nuit. Pas forcément. Pas forcément. Mais de toute façon, vous verrez dans la vidéo. Mais je suis trop content en tout cas de l'expérience et tout. Il y aura un mix un peu de ressenti, de plans de là-bas, pour de moi, de trucs marrants et tout. Donc, OMG les dragons. On n'avait pas de dragon, nous. Pourquoi on n'avait pas de dragon? Nico même pas capable de sculpter un chiotte en glace, très déçu. Mon cousin a perdu quelques phalanges en oubliant de changer des gants à plus 1002 en montant de Mont-Cervin en Suisse. Bonjour. Mais il y a masse nuages en Islande, le ciel dégagé est assez rare. Ouais, en fait, il y a un jour, on a été en jour blanc parce qu'on était dans les nuages, quoi. Il n'y avait pas d'aurore boréale. Non, parce qu'en fait, les aurores boréales... Alors, je crois, hein. Moi, j'en ai jamais vu, c'est vrai que c'est un truc...
je crois que, en fait, nous, on n'était pas très loin du cercle polaire quand même. Hein. Parce qu'en fait, le cercle polaire. Ah bah, je crois que c'est le truc qu'on voyait, non? Je crois que le cercle polaire, il tape là, en gros. Et en fait, et donc du coup, les aurores boréales, je crois que tu les as dans le nord de la Norvège, Suède et tout. Je crois que c'est genre là, le cercle polaire. Donc t'es en dessous quand même, tu vois. T'es en dessous, mais il disait que ça pouvait arriver. Je sais plus exactement où c'est. On voit pas le. Je pensais qu'il te mettait les différentes lignes et tout. Mais du coup, non, il m'a raconté tellement d'anecdotes, même parce qu'en fait, il kiffe trop ça, tu vois. Donc même d'explorateurs, de Mike Horn et tout. Moi, j'avoue que j'avais pas suivi tant que ça. Donc, ça peut carrément être plus bas. Cercle polaire sur Google au pire. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est surtout trop tard dans l'année. Je suis allé en Islande en décembre, j'en ai vu plein. Ah ouais? Ah mais putain, moi je savais pas. Je ne savais pas. Mais des trucs passionnants, quoi. Genre Jean-Louis Etienne, moi je connaissais pas. Jean-Louis Etienne, je crois que c'est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 86. C'est un Français. On est tellement chaud, tu vois. En France, on a tellement fait des trucs de fou. Le daron de Samuel. Hein? Non, c'est une blague. Ah oui. Moi, j'étais dedans, moi. Père de Samuel. Moi, j'étais en premier degré. Mais tu vois, c'est comme Cousteau, par exemple. Tu sais, en fait, on se parlait de vraiment plein de trucs. Je pense qu'on se matera des petits docus sur Cousteau. Parce que, genre, par exemple, je me rends pas compte à quel point, tu vois, Cousteau, genre, a impacté. Alors, c'est les mers, etc. Tu vois, mais tout ce qu'il a pu faire. Et Nico m'en parlait un peu, ça m'a donné envie, tu vois, de découvrir un peu plus tout ça, quoi. Le GOAT, il était venu dans mon école primaire. C'est incroyable. Ça, c'est... Mais tu vois, c'est les trucs qui m'intéressent bien, parce que c'est vrai que les Français en expédition, en exploration et tout, parce qu'on est fort, tu vois, on a fait beaucoup de choses, et je connais pas si bien que ça, tu vois, donc... Bah, en gros, il a inventé la plongée moderne, rien que ça. Non, mais il n'y a pas un truc comme quoi, justement, lui, au début, bah, il était un peu dans le délire d'exploration des fonds marins, un peu développement, pas, il voulait faire un Atlantis, mais pas loin. Et au final, il s'est rendu compte que, bah, vu comment était le monde, on était en train de le détruire et qu'il fallait surtout pas faire ça. Et que du coup, il a permis à l'Antarctique de ne pas être exploité. Parce qu'en fait, je savais pas, mais chaque pays a une parcelle de l'Antarctique. Sauf que pour jusqu'à 2050 ou je ne sais pas combien d'années, l'Antarctique ne peut pas être exploité. Et ça, c'est grâce à lui. Ce qui est quand même pas mal. Si j'ai bien compris en terre Adélie pour les FR. Donc, Cousteau a été un des premiers... oui, c'est pas tous les pays. Hein. Ceux qui pouvaient avoir le couteau pour la part du gâteau, quoi. Qui a amené réellement la question écologique au grand public, mais depuis qu'il est fortement critiqué pour la pollution et la maltraitance animale liée à ses activités. Non, bah, en fait, je connais rien de tout ça, tu vois, donc je suis pas en mode... juste, je suis curieux de savoir un peu la globalité du truc, quoi. Mais si vous avez des docus, envoyez sur Twitter, on s'en mettra un, je pense. 2050, c'est Battle Royale. Mais non, mais ça peut être bien, tu vois, de... En fait, je connais même pas si bien que ça, quoi, tu vois, donc c'est de l'apprentissage. Je sais pas à quel point de ce que je vois dans le chat, il y a des gens qui ont quelques connaissances, mais sinon... Sinon, ça a l'air d'être un peu comme moi, tu vois, donc je trouve ça plutôt sympa, quoi. Regarde l'Odyssée avec Lambert Wilson, PA. C'est quoi la prog de ce soir, PA? Oh là, c'était vraiment chill. Hein. Oh, j'avais juste envie de vous retrouver, les frères, en mode petit live, je pense. J'avais juste envie de parler avec vous. Comme je vous disais, là, ça a été un programme depuis mercredi dernier où ça n'a pas arrêté. Juste, j'avais envie qu'on papote un peu. Demain après, je pense, je vais live. Demain après, ça sera sûrement du 60 secondes. On se fera un petit... on se fera deux petites runs, je pense, sur le Reatomize. J'avais bien kiffé en faire un. Mais là, j'avais juste envie, tu vois, de... Hier, c'était la folie. Moi, je reviens d'une semaine où ça m'a quand même un peu... Latitude 0, c'est le truc de Mike Horn. Tu vois, Mike Horn, pareil, tu vois, toutes ces explorations et tout. Latitude 0... Ah, mais Latitude 0, c'est le film autour de l'équateur qu'il a fait. C'est ça. D'où Latitude 0, en fait. C'est ça, le truc. T'as l'air exterminé. Un peu fatigué, ouais. Un peu fatigué, mais... Ah, putain. Pourquoi il y a des... Arrêtez avec les grains, là. Tu penses retourner en Islande suite à ça? Bah, en vrai, j'y retournerai peut-être avec ma meuf, un jour. Mais comme là, j'ai fait, bah, je me dis, tu vois, pas tout de suite, quoi.